Et pour notre Zoom du jour, nous sommes aujourd'hui avec Anne Troubi. Anne, bonjour. Bonjour Floriane, merci pour votre invitation. Alors Anne, vous êtes la présidente du mouvement Antigone. C'est un mouvement qui réfléchit sur les femmes, sur la féminité et tous les sujets de société qui s'y rattachent en se basant sur le présupposé suivant, c'est qu'il existe une complémentarité entre les hommes et les femmes, enfin du moins il faudrait la rechercher. Et vous avez publié une enquête pour Logim qui sort aux éditions de la Nouvelle Librairie dans la collection Désintox. Ça s'intitule « Le néo-féminisme à l'assaut d'Internet ». Il y a une préface de Claude Cholet également dans cet ouvrage. Je vais vous demander en première question, ce sera très simple, d'expliciter juste le terme néo-féminisme. Alors effectivement, le terme néo-féminisme est important. C'est en quelque sorte un raccourci pour désigner les militantes qu'on connaît à l'heure actuelle, qui sont une génération de militantes très connectées, très à l'aise avec l'outil Internet et qui correspondent à ce qu'on appelle la quatrième vague du féminisme. Exactement. Alors justement, en fait, dans l'ouvrage, vous partez sur le fait qu'il y a 4 vagues. Est-ce qu'on peut juste les décrire un petit peu pour replacer le téléspectateur dans le contexte? Le découpage n'est pas de moi. Ce sont les historiens du féminisme qui s'accordent sur une périodisation en 4 phases. La première, ce sont toutes les féministes du 19e siècle qui ont combattu donc, pour le droit de vote et globalement qui militent pour l'égalité des droits. La deuxième vague du féminisme, on la date à partir de 1945. Elle s'intéresse à toutes les questions donc, de mariage, de famille, à déconstruire le mariage et la famille. Pilule, l'avortement. Pour militer voilà, en faveur de la pilule, l'avortement, l'amour libre. La troisième vague prend naissance donc, aux États-Unis dans les années 80 et donc elle est portée par des figures issues des minorités, donc ça va être des figures de prostituées, des figures comment dire racisées, des figures issues aussi des minorités LGBT. C'est tout ce qu'on connaît à l'heure actuelle sous le nom d'intersectionnalité. Voilà. Donc il s'agit d'expliquer que le féminisme c'est un hobby de bourgeoises blanches, ce qui n'était pas faux. Et donc, cette nouvelle vague de féminisme s'attaque à la question du combat des minorités, mais aussi à toute la sphère de l'intime. Et c'est toute l'émergence de cette question du genre. Et ça sur Internet, en prime. Alors, pas encore tout à fait, justement, dans les années 80. Et c'est cette quatrième vague qui va débouler sur le net. Cette quatrième vague, on la date plutôt à partir de 2012 avec l'affaire Weinstein et le hashtag MeToo. Et donc là, on voit à quel point, justement, on n'est plus sur des suffragettes pancartes en main dans la rue, mais sur une génération voilà, de militantes connectées. Alors finalement, est-ce que le féminisme, est-ce que ça a été, on le voit, il y a eu des vagues successives, est-ce que c'est une mode comme une autre ou c'est plutôt une tendance de fond? Alors, je dirais ni l'un ni l'autre. Simplement, le féminisme est un courant de pensée dont nous héritons, que nous le voulons ou non, et au même titre que d'autres courants de pensée. C'est-à-dire que, mais qui est à la croisée des genres, c'est-à-dire qu'à la fois c'est un courant de pensée qui réfléchit sur un objet, donc les femmes, et qui se place à ce titre-là aussi dans un contexte philosophique qui est celui de l'existentialisme sartrien notamment, parce qu'une des grandes figures du féminisme français, c'est tout de même Simone de Beauvoir, qui a largement contribué aux écrits de Sartre, et pas l'inverse. Et c'est aussi un courant de pensée qui est très héritier du marxisme. On le voit dans cette idée de lutte des sexes, mais on le retrouve dans cette idée de lutte des minorités à l'heure actuelle. Et puis, c'est un courant de pensée qui hérite beaucoup aussi du constructivisme de Foucault et Derrida. Donc avec cette tendance à construire, déconstruire, tout est construction. Et après, voilà, c'est aussi un courant qui est donc à mi-chemin entre donc, cette réflexion, voilà, et qui a par contre des objectifs politiques et militants. C'est ce qui crée un mélange des genres un petit peu spécial. Justement, j'allais y venir dans cette enquête. Vous dénoncez une accointance très forte entre toutes ces militantes et des journalistes qui prennent finalement largement part à tout ce phénomène-là. Alors effectivement, il n'y a pas de secret là-dedans. C'est un phénomène en fait qui se passe de manière assez naturelle, c'est-à-dire que il va y avoir deux mécanismes en fait qui vont se rejoindre. C'est-à-dire que bon, d'un côté, voilà, la sphère Internet, ce n'est pas que du journalisme, on est d'accord. C'est aussi des groupes militants qui ont très vite vu la nécessité d'avoir un site vitrine.
ils sont plus ou moins réussis, voilà, mais c'est déjà un des acteurs qui arrive sur Internet, c'est que le militantisme, du coup, a dû migrer lui aussi sur le net. Par ailleurs, au niveau du journalisme, de l'information, des médias, il y a un double mouvement. Il y a des journalistes de métier qui se sont lancés dans des nouveaux formats, justement, avec de tribunes plus, hein. Voilà, c'est plus des tribunes, ils prennent position. C'était une envie, en fait, de liberté éditoriale. Et ça, en fait, on peut très bien le comprendre. C'était une liberté éditoriale en termes de format et de style. Hein. C'est Victoire Tuaillon, il me semble, qui avait fait un podcast très drôle sur Arte. Et là, c'est le drame. Et elle critique justement ce style journalistique un peu compassé, obligatoire. Et ça explique, elle, sa migration vers notamment le podcast, où il y a la longueur qu'on veut, le style qu'on veut, etc. Et puis, il y avait une envie de liberté dans les sujets, qui est aussi très compréhensible. Voilà, une envie d'approfondir leurs réflexions de la part de certaines journalistes. À l'inverse, il y a un certain nombre de petites inconnues qui ont trouvé là une très bonne manière de se faire un CV. Donc à travers des blogs, justement, très bien travaillés, très construits, avec une belle régularité, une certaine recherche esthétique, et c'est comme ça qu'elles ont percé. Donc il y a voilà, un double mouvement qui crée une sorte de contamination entre la sphère militante et la sphère journalistique. Alors, on a des contenus qui sont très professionnels, des belles présentations, vous le disiez, en plus c'est assez varié. Mais finalement, tout ce qui est produit reste très genré. Est-ce que vous pouvez expliquer, comment vous l'expliquez tout ça ? Alors, je ne vais peut-être pas me lancer dans de grandes explications de fond, mais il y a l'innovation, elle est beaucoup justement sur le format et ça dépend. Voilà, il va y avoir des formats comme le webzine, par exemple, qui n'était pas forcément, c'est de la revue en ligne, hein, c'était pas forcément un format très novateur en soi. Mais en fait, c'est un format qui a renouvelé le genre de la revue féminine classique, qui était autrefois engagée quand même sur des sujets militants et qui est maintenant vraiment totalement prise par la publicité. Et on retrouve en fait tout simplement, ce sont des formats qui s'attachent à répondre aux besoins de leur public et aux envies de leur public, notamment à une ère où la tendance est à celle de l'actu sur mesure. Donc évidemment, on propose aux femmes des sujets qui les intéressent, donc ça va être beaucoup des sujets de société, les sujets politiques, mais anglais selon l'axe du vécu, etc. Moi, ce qui me semble extrêmement nécessaire et intéressant, hein, mais qui effectivement garde cette spécificité. Ce qui est nouveau, ça va être beaucoup plus le format et le style. Alors, on a les webzines, il existe aussi des podcasts et vous consacrez tout un chapitre finalement sur ces podcasts qui sont très chaleureux finalement. Alors ça, à mon avis, c'est le grand succès en fait de ces nouveaux formats. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, donc voilà, il y a ce renouvellement de certains formats, comme par exemple le webzine, mais aussi la newsletter. Hein, c'est vraiment, c'était quelque chose d'hyper daté et ça a été renouvelé totalement, notamment, je pense, par la newsletter de Rebecca Amselem, Les Glorieuses. C'est vraiment hyper problématisé, c'est anglais sur ce que veulent les gens. Et ensuite, il y a toute une série de nouveaux formats qui parlent beaucoup plus, qui sont beaucoup moins rationnels, qui parlent au sens. Et là-dedans, il va y avoir tous les formats visuels, les BD, les comptes Instagram, qui ont l'avantage en fait de coller parfaitement à ce canal de diffusion qui est Internet. Ça, on scrolle, on tombe dessus, entre des photos de ses amis. Ça ne prend pas de temps, c'est immédiat, c'est visuel, c'est agréable. Et puis ça porte un message façon slogan, c'est du prêt à cliquer, du prêt à penser. Et c'est parfaitement viral en fait. Et donc ça se partage, ça se commente et ça a un succès fou. Et puis il y a ce format du podcast qui m'avait beaucoup fascinée quand j'ai fait cette enquête parce qu'on trouve un foisonnement qui est incroyable. Il y a des podcasts sur tous les sujets et de toutes les longueurs. C'est-à-dire que le résultat de ça, c'est que ça s'adapte à tous les usages. C'est-à-dire qu'on peut trouver autant un podcast pour un voyage en voiture d'1h30 qu'un podcast pour faire une activité de 4 minutes entre deux. Pendant la vaisselle, etc. Ouais. Et ça répond à... et voilà, ce podcast, c'est un foisonnement et c'est une autre ambiance, une ambiance très intimiste en fait. On entend des voix, ça passe par l'oreille, ça passe plus par la vue. Donc on a vraiment
on est dans... Rendu à nouveau sexy le podcast, en fait. Oui, c'est ça, oui, parce que c'était un format qui avait disparu quand même. Et puis avec cette ambiance, justement, qui n'est pas du tout... Le podcast, au début, c'était de la radio téléchargeable, quoi. Là, c'est pas ça. Là, on est dans une bande de copines, en fait. On se fait une conversation téléphonique. On entre dans l'intimité des gens qui parlent. Et donc, ça favorise aussi une certaine appropriation. Alors, il y avait un point sur lequel je voulais insister, parce que tous ces contenus qui existent, finalement, ils ont une visée communautaire qui est très forte. Alors, il y a les contenus, vous le disiez, qui sont à tendance LGBT, il y a les contenus spécialistes du féminicide, par exemple, les pages féministes des mamans sur la charge mentale. Est-ce que tout ça est très catégorisé, quoi? On n'a pas l'impression d'être dans du vivre ensemble, comme ils aiment à le dire. Alors oui et non, parce que quand on s'y intéresse, on se rend compte que voilà, il y a quand même une sphère qui n'est pas si grande que ça. Donc les personnalités passent d'un podcast à un autre, d'un article à une interview, etc., etc. Et en fait, ça répond à une logique qui est extrêmement actuelle et contemporaine. C'est tout simplement la tendance déjà de l'actu sur mesure qui nous parle de nous, de notre identité, de nos communautés d'appartenance. Aujourd'hui, personne n'échappe à cette logique de se construire sa propre identité politique, religieuse, de communauté d'appartenance, de hobby, de tout ce qu'on veut. Et ça correspond aussi à une logique de marché, évidemment, qui est une logique de marché de niche. Donc chacun veut son petit format pour lui. Voilà. Et s'il n'existe pas, eh ben on va le créer. Je trouve que d'un côté, ça, en termes formels, ça a un effet extrêmement vertueux qui est celui d'un foisonnement créatif énorme. Et vraiment, il y a des innovations en termes techniques, en termes de format qui sont splendides. Après, ça peut effectivement nuire d'une certaine façon à une recherche honnête de vérité, dans la mesure où, en fait, il y en a tant et tellement que chacun a son petit point de vue sur tel ou tel sujet. Après, de toute façon, on est dans un univers mental où, bon, peut-être pas à chacun sa vérité, mais presque quand même. Il y a une coexistence tout à fait possible des points de vue, puisque tout est relatif et tout est construit. Donc ça ne gêne absolument pas les personnes qui émettent ces contenus. Et au contraire, ça les sert. Alors, tout ce néo-féminisme qui est très varié, très efficace, quel impact il a finalement? Est-ce que l'impact se réduit simplement à la toile ou alors ça va plus loin? Alors pour moi, l'impact de tout ce foisonnement, il est énorme. Parce que, on a parlé des formats. Et justement, cette prise en compte de formats autrefois jugés très mineurs, en fait, et voire méprisés par les médias traditionnels, ça crée en fait un écosystème de contenu complet. C'est-à-dire que là, on n'est plus seulement dans l'article universitaire, on n'est plus seulement dans de l'écrit qui demande quand même une distance, une appropriation rationnelle, on est dans du sensoriel, on est dans de l'intuitif, dans l'immédiateté, ce qui en fait rapproche tout simplement l'auditeur de l'émetteur et ce qui permet une moindre mise à distance. Quand on entend un podcast avec... Je pense à un podcast que j'avais écouté, Mamie dans les orties. C'est des témoignages de femmes âgées. Alors quand on choisit, par exemple, il y en avait une qui était superbe, c'était une rescapée du franquisme, etc. Donc qui expliquait que sa famille avait été persécutée, massacrée. Évidemment, quand on entend ça, elle est bien sympathique, cette bonne dame. Donc on a envie d'être de son côté. On a envie d'adhérer à chacune de ses opinions parce qu'en fait, on s'en est fait une amie. Et comme il n'y a pas de témoignage qui vient montrer le témoignage d'une femme de l'autre camp qui va raconter ses propres misères, des guerres, il y a toujours des dégâts collatéraux. Dans les deux camps. Dans les deux camps. Du coup, ça pousse à prendre parti. Voilà, quand on entre dans la confidence de quelqu'un, et de même pour tous ces formats extrêmement visuels, l'image reste en tête, elle se diffuse, ça a un impact énorme. Et cette diversité aussi donc, forme une sorte d'écosystème, c'est-à-dire que sur les forums des webzines, des sites un peu plus institutionnels, les femmes discutent entre elles. Il y a des sujets qui émergent, il y a des plateformes de témoignages qui se créent sur tel ou tel sujet. Et ensuite, à toute cette masse de données, des militantes peuvent donner des analyses avec des réponses clés en main. Voilà, toutes les blogueuses, les youtubeuses, les illustratrices qui arrivent avec leurs explications
sur ce ressenti des femmes qu'elles se sont finalement appropriées, qu'elles gardent pour elles. Et derrière, il y a un travail de lobbying énorme qui est possible,